Bonjour et bienvenue à la résidence de France ici à Yaoundé au Cameroun. C'est 14 juillet, c'est lundi. La communauté française dans le monde entier, y compris celle au Cameroun, va célébrer la fête nationale française 2025. Ici au Cameroun, c'est la période électorale avec la stratégie sur l'étendue du territoire national pour les élections présidentielles d'octobre prochain. Quelles sont les relations entre la France et le Cameroun aujourd'hui? Quelle est la météo de la géopolitique mondiale vue de Paris? Mon invité ce soir est monsieur l'ambassadeur de la République française au Cameroun. Excellence Thierry Marchand, l'ambassadeur de France au Cameroun, bonjour et merci d'avoir fait honneur à la CRTV et Globewatch une fois de plus. Merci, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici à la résidence et de pouvoir saluer en direct tous les téléspectateurs de la CRTV. Vous le savez, je ne m'exprime pas souvent, mais vous avez raison de dire qu'à l'occasion du 14 juillet, le moment était bien trouvé. Le président français évoquait, Emmanuel Macron, il y a quelques mois, il n'y a pas de planète B. La France vient d'accueillir la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Quelles étaient les déclarations fortes venant de Venise? C'était un moment, je crois, très important. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment mis en valeur, mais je crois que ce qui était important dans cette démarche-là, c'est que la France, sans faire la morale à personne, voulait, je pense, marquer sa position dans le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est un des grands enjeux du XXIe siècle. On constate un raidissement des relations internationales, on constate des crises, des résurgences de crises nombreuses, et un effacement un petit peu de cette capacité du droit international à venir réguler les rapports entre les hommes et entre les pays. Et dans cette direction-là, la France a toujours une tradition pour promouvoir ce multilatéralisme. Et en ce moment, je pense que le président Macron et avec lui, en fait, tout le gouvernement essaie de mettre les bouchées doubles pour essayer de faire en sorte que cette idée ne soit pas considérée comme une idée ancienne ou désuète, mais qu'au contraire, ce soit une idée qui soit à la pointe, je dirais, de l'actualité internationale. Alors, sur les océans, effectivement, c'est un des segments, hein, il y en a plein d'autres, il y a la biodiversité, il y a les forêts, il y a les pôles, il y a l'intelligence artificielle. Vous avez vu qu'en France, on fait beaucoup de sommets, à chaque fois, justement pour promouvoir un champ d'action dans lequel on pourrait, entre partenaires, définir des règles, définir des comportements, définir des lois qui permettent de mieux réguler tous ces domaines communs, c'est ce qu'on appelle les biens communs de l'humanité. Et l'océan en est probablement le plus grand, puisque près d'un tiers de l'humanité vit à proximité des côtes, et qu'un tiers des individus vivent en fait en lien avec la mer. Et donc il y a un enjeu majeur au-delà du climat, à faire en sorte qu'on puisse faire des océans un espace un peu plus régulé. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Au-delà des zones économiques exclusives de chaque pays, vous avez la haute mer, et la haute mer est un espace non défini juridiquement. Quand vous regardez la globalité de la valeur économique cumulée des océans, c'est environ 24 000 milliards de dollars. Nous avons 5 océans, y compris l'océan Atlantique. Et si j'ai commencé l'interview avec les questions environnementales, c'est parce que la France, dans le monde entier, se considère comme un gendarme pour la sauvegarde de l'humanité et vis-à-vis les changements climatiques et les questions liées à l'environnement. Pourquoi vous investissez beaucoup dans ces domaines? Vous faites référence aux accords de Paris il y a 10 ans, au sommet de Nice et de bien d'autres activités. Parce que, c'est ce que je vous disais précédemment, lorsque les rapports internationaux se tendent,
il est bon que certains soient davantage portés pour essayer de mettre en valeur ce que des accords internationaux puissent réaliser. Dans cet accord de Nice, près de 90 pays ont signé en fait un engagement sur un pacte international pour la conservation et l'utilisation durable des océans, c'est très important. 60 ont déjà ratifié, donc on a fait un progrès net et majeur. Alors on peut parler du plastique, de la lutte contre de la pollution plastique qui à l'échelle des océans est phénoménale. On peut parler de la surpêche, tout ce qui va aller récupérer toutes nos ressources halieutiques et qui sont aujourd'hui mises en danger. On peut parler également de cette régulation juridique des espaces de la haute mer qui permettent ou qui permettront de pouvoir pas faire n'importe quoi. Notamment, il y a un des sujets principaux de cette conférence qui est l'exploitation des fonds sous-marins et qui va permettre probablement de donner une réglementation, un cadre à la façon dont on pourra exploiter demain l'ensemble des hauts fonds et des hauts fonds sous-marins. Les questions liées à l'environnement font partie des questions de la géopolitique dans le monde entier aujourd'hui et la France est l'un des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsque vous regardez votre participation à l'espace mondial aujourd'hui, la diplomatie française, soit culturelle, est-ce que vous estimez que votre voix est encore lude dans le monde? Je l'espère, en tous les cas, je l'espère. La France a en la matière à la fois une tradition et puis un statut qui est lié, comme vous l'avez dit, à son statut de membre permanent qui lui donne quand même à travers l'arme atomique également, qui fait partie de ce paquet, une position un peu singulière dans le concert des nations. Cette singularité, c'est probablement celle d'un pays qui, toujours, met en avant la concertation internationale, l'obligation pour les pays de trouver des espaces de collaboration, et notamment en ce XXIe siècle, dans lequel on voit bien que les enjeux internationaux, que les enjeux globaux sont de plus en plus importants. Au XXe siècle, on parlait peu d'environnement, on parlait peu de climat, on parlait peu de ces sujets-là. On voit bien qu'au XXIe siècle, certains sujets remontent à la surface de manière extrêmement forte et qu'il faut bien que certains pays, dont la France, se mettent un petit peu comme des promoteurs de cette régulation internationale. Et plus, je pense, la géopolitique va se tendre, plus la France va avoir, je pense, cette voie singulière pour apporter au monde, non pas une solution, mais une méthode. Est-ce que vous estimez que la manière dont la voix de la France a été considérée dans les années 60, dans les années 80, dans les années 2000, avec les situations qu'on a vues en Irak, et j'en passe, est-ce que c'est la même considération qui est vue aujourd'hui? Oui, en français facile, est-ce que vous sentez dans les études à l'intérieur de la diplomatie française une diminution ou bien une montée en puissance de vos considérations? Moi, je crois qu'il y a toujours ce même fil qui, évidemment, va prendre des formes différentes selon les contextes que vous avez évoqués. La guerre froide, c'était la guerre froide. Il y avait des problèmes qui étaient liés à cette situation-là. L'après-guerre froide, ce qu'on a connu dans les années 90-2000, c'est une autre situation. Et aujourd'hui, je pense que nous arrivons dans une encore autre situation dans laquelle la voix de la France est toujours un petit peu la même. Et celle que je vous exprimais tout à l'heure. Okay. Donc le décor change, mais je dirais que l'âme française, sa volonté de peser dans les affaires du monde à sa façon, elle reste un petit peu intangible. Dominique de Villepin, à la tribune des Nations Unies, déclarant face aux Américains que leur guerre était illégitime en Irak, c'est ça aussi. Ancien Premier ministre. Oui, la diplomatie française, elle s'exprime comme ça dans certains moments clés dans lesquels elle ne dit pas les choses comme tout le monde. Et je crois que c'est ça qui est peut-être un petit peu notre capacité aujourd'hui encore, même si notre poids relatif est plus faible que celui qu'on avait au XXe siècle, et que malgré cette différence en fait de pesanteur sur les choses, on a encore quelque chose à dire et on a encore une façon de le dire. L'un des éléments géostratégiques de la France dans le monde aujourd'hui, de sa participation dans le monde, c'est la paix, en particulier en Ukraine, à Gaza. Est-ce que vos solutions pour une paix durable sont considérées aujourd'hui lorsque nous regardons la polarisation de la planète sur cette question? Je crois que vous avez bien rectifié dans votre question ce qu'il fallait. C'est-à-dire que le problème n'est pas un problème de paix.
Et il ne suffit pas de faire cesser les armes pour que tous les problèmes soient résolus. Ce que vous avez dit, c'est qu'il fallait engager les choses dans une paix durable. Et cette paix durable, évidemment, elle intègre des facteurs beaucoup plus larges que simplement la fin de l'utilisation des armes. En Ukraine, il s'agit simplement de dire au monde une chose simple, c'est que personne n'a le droit d'aller impunément attaquer son voisin, même si c'est au nom d'une logique de j'attaque avant d'être attaqué, cette logique de guerre préventive qui a prévalu en Ukraine, ça n'a pas sa place dans les règles du droit international. Et il y a en Ukraine, ou il y a à Gaza, des solutions diplomatiques qui existent, on les connaît, qui doivent reprendre le dessus et qui doivent venir se réimposer. En Ukraine, il s'agit bien évidemment de trouver, avec la Russie, avec l'Europe, des points d'équilibre sécuritaires, mais qui garantissent quand même à l'Ukraine la souveraineté sur son territoire. À Gaza, on voit bien que l'état actuel de la situation fait que si on n'arrive pas à promouvoir, comme je l'espère bientôt, une solution à 2 États garantie par le droit international et dans lequel la sécurité d'Israël et celle des Palestiniens soient garanties, alors vous pouvez faire taire les armes, ça ne va pas durer longtemps. Donc oui, cette voie de la France, c'est la voie en fait de la paix durable. Et pour que la paix durable... Dernièrement, le président a eu une conversation avec le président Poutine. Oui, oui, bien sûr. Parce il y a des progrès? Mais on espère, parce que vous savez qu'il n'y a pas eu cette conversation depuis plus de presque 3 ans. Okay. Donc c'est déjà un premier pas très intéressant et très important. La relance. Que cette relance de la discussion puisse avoir lieu entre 2 pays membres du Conseil de sécurité, tous les 2, et qui ont des choses à dire sur la sécurité en Europe. À un moment dans ma vie passée, j'ai fait les études américaines ou bien les études Amérique. Et après avoir fait ces études, j'ai fait 3 constats. Si je me trompe, vous me corrigez. La France est la première nation au monde d'avoir reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Deuxième chose, l'un des éléments les plus phares de la société américaine, le statut de liberté, c'est un cadeau des Français aux Américains pour symboliser cette indépendance et liberté. Troisième élément essentiel, l'un des militaires, le général Lafayette, était un élément clé français dans la libération des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, de ce qu'on peut appeler la monarchie britannique. Est-ce que vous pensez que vous êtes trahi aujourd'hui par le système tarifaire du président Donald Trump à l'égard de ses premiers alliés? Je crois qu'il ne faut pas forcément mélanger les choses, ni à l'échelle historique, ni à l'échelle thématique. Les États-Unis sont, vous l'avez dit, vous avez parfaitement raison, le premier pays allié de la France, puisque c'était à la fin du XVIIIe siècle, et que c'était par une intervention militaire française très forte que les États-Unis ont pu prendre leur indépendance. Et d'ailleurs, on le dit souvent, mais la France et les États-Unis sont 2 pays qui n'ont jamais été en guerre l'un contre l'autre. Jamais. À l'échelle de toute l'histoire. Donc il y a quand même des liens très profonds qui unissent les 2 pays. Maintenant, aujourd'hui, on est au XXIe siècle et chacun doit faire prévaloir ses intérêts. Et si les Américains envisagent de rentrer dans une guerre commerciale, notre rôle, me semble-t-il, est de leur dire « vous n'avez pas intérêt à lancer cette guerre commerciale parce qu'à l'échelle de l'expérience qu'on a de ce genre de stratégie, ça n'a jamais été payant. » Et d'ailleurs, on verra peut-être assez vite les premiers effets sur l'économie américaine elle-même de ces barrières tarifaires qui vont venir perturber le commerce mondial. Donc on a le droit, je crois, de pouvoir dire aux Américains « on n'est pas d'accord avec vous », notamment lorsqu'il s'agit de préserver nos intérêts économiques qui sont à la base, je dirais, du champ de l'action politique. Quelle est la perception stratégique qui vient de l'Élysée vis-à-vis de cette question? Parce que ce n'est pas simplement la France qui est concernée, vous voyez l'Union européenne, où vous êtes également un acteur majeur dans l'économie ou bien le commerce mondial. Quelle est la perception stratégique que ce système tarifaire? Vous voyez bien que, d'ailleurs, c'est une question qui, en France, n'a plus vraiment de sens puisque les compétences en matière commerciale sont aujourd'hui portées par l'Union européenne. Donc à l'arrière, c'est au niveau de l'Union européenne que vont se prendre les décisions vis-à-vis de l'économie américaine, de l'économie chinoise, de l'économie de l'ensemble des pays avec lesquels nous commerçons. Le rôle de la France, c'est d'influer à l'intérieur de l'Union européenne pour être un des acteurs majeurs qui soit capable de dire ce qu'elle veut pour préserver ses propres intérêts nationaux.
Parlons de la diplomatie régionale maintenant ou bien continentale. En français facile, la France et l'Afrique. Quel regard portez-vous aujourd'hui de la coopération ou, si vous voulez, la relation franco-africaine, surtout dans les pays dits du Sahel? Et vous savez de quoi je parlais concrètement. Oui. Merci d'aborder, enfin de ramener en fait notre discussion peut-être à une échelle plus continentale et plus locale, parce que les grandes affaires du monde, c'est très important, mais je me mets à la place des Camerounais et de leur perception également des affaires africaines, des affaires continentales, et de ce relationnel particulier entre la France et les pays africains. À l'échelle du Sahel, vous le voyez bien, il est vrai que 3 pays sur 54 ont voulu prendre leur distance nette et forte avec la France. On en prend acte. Je ne suis pas certain que cette position soit à l'avantage des populations de ces différents pays. On essaye par ailleurs d'entretenir comme on le peut des liens avec les sociétés civiles et avec notamment la jeunesse de ces pays-là. Sur un plan sécuritaire, je ne suis pas convaincu que cette nouvelle stratégie soit payante. Et nous verrons bien dans les mois, les années qui viennent, quelles seront en fait les évolutions de la situation sécuritaire dans toute la bande sahélienne. Mais je constate que pour le reste du continent, la volonté du président Macron dès 2017 d'organiser un reset fort de la relation entre la France, les pays africains, l'Europe et le continent africain est en marche. Et nous le verrons, je pense, encore plus à l'œuvre l'année prochaine au sommet de Nairobi, dans lequel nous aurons une nouvelle étape de cette relation entre la France et le continent africain. Des choses très importantes ont quand même eu lieu depuis quelques années. J'en prendrai une seule qui est assez déterminante, qui est la fin de notre présence militaire en Afrique. Elle était très forte, elle était organisée autour d'un système de base militaire. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça veut dire qu'en 7 ans, on est passé, je dirais, d'une vision de la relation entre la France et l'Afrique fondée quand même sur des substrats sécuritaires à une autre vision qui doit se fonder sur des champs politiques de coopération et de partenariat. Ce n'est pas un simple détail, cette fin de la présence militaire en Afrique. Et je crois qu'on doit prendre au mot la volonté présidentielle dès 2017 de reconstruire fondamentalement une relation nouvelle avec les pays africains. Parce que, je l'ai dit et je le redis souvent, et je le redis aux Camerounais, nos deux continents ont destin lié. Nous ne survivrons pas au XXIe siècle, ni les Africains, ni les Européens, si nous ne sommes pas capables de trouver des terrains d'entente pour harmoniser nos positions à l'échelle de ces deux continents qui se touchent. Il y a 3 mois, votre collègue russe était mon invité. Et je lui posais la question que si on voit ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, c'est parce que les Russes estiment qu'il faut chasser les Français. Il a dit que la Russie n'est pas là pour chasser les Français. Est-ce que vous avez la même compréhension des choses? D'abord, je vous dirais que la situation est différente dans les 3 pays dont on parle. Le Niger, le Burkina et le Mali, il n'y a pas exactement les mêmes portages. Il y a une forme de volonté d'unification quand même de cet espace géographique. Mais si l'objectif initial était de chasser les Français qui n'avaient pas réussi en fait, à régler la question sécuritaire, alors je pose la question à ceux qui sont là maintenant, est-ce que vous ferez mieux? Et on en jugera dans quelques mois ou dans quelques années. Parlons maintenant de la relation entre le Cameroun et la France. D'abord, je voudrais savoir quelle lecture faites-vous de la météo économique et politique entre les 2 pays? Alors la météo, c'est une belle métaphore. Hein. La météo... Vous savez pourquoi j'ai choisi le mot là maintenant? Parce qu'il y a la météo politique est très forte. Non, je pensais qu'on avait toujours un problème au 14 juillet, savoir s'il va pleuvoir ou pas. Donc vous avez raison. Tout à fait, les questions climatiques, excellence. C'est très important. C'est juste que demain, l'interview est diffusée, c'est 13 juillet. Bon, donc je croise les doigts et je vais faire appel en fait aux spécialistes coupeurs d'eau pour que demain... au 14 juillet, nous ayons une météo favorable. Mais cette météo, effectivement, elle doit être à l'échelle et à la dimension de notre relation. Et la relation entre la France et le Cameroun ne se limite pas à ce que l'ambassadeur dit.
C'est très important de comprendre que nos deux sociétés sont extrêmement liées à tous les étages. Qu'on parle du champ économique, du champ culturel, du champ politique, du champ individuel dans les diasporas, etc. Donc je ne peux pas, à moi tout seul, vous parler de la météo générale, mais j'ai tendance à vous dire que cette météo, je la vois plutôt comme un grand ciel serein qui arrive. Voilà. Au-delà des échéances de très court terme, nous investissons sur l'avenir. Nous investissons sur une capacité de la France à continuer à être, avec le Cameroun, un des partenaires de référence. C'est ça notre ambition. À travers, par exemple, l'Agence française de développement qui investit dans le développement du pays, surtout dans les zones rurales et même urbaines. Ce n'est que l'aspect... La décentralisation, vous êtes très avancé avec la construction de certaines routes dans le pays? Oui, mais l'AFD ne prend en compte que la partie publique. Okay. C'est l'aide publique au développement, c'est-à-dire État à État. Okay. Mais comme je vous le disais précédemment, la relation entre la France et le Cameroun, elle est bien plus large que ça. Il y a le secteur privé, il y a le secteur de l'activité économique au-delà de... Vous parlez des entreprises françaises au Cameroun. Les entreprises en France, il y en a à peu près 200 qui sont en attente, peut-être de conditions plus favorables de marché pour pouvoir se développer. L'aide publique au développement telle que vous en parliez avec l'AFD, c'est à peu près 200 millions d'euros d'investissement par an, en dons et en prêts, en moyenne. Ça veut dire qu'au-delà des aléas, des différentes périodes qu'on a connues, il y a une force de fond qui avance et qui fait que chaque année, on essaye de densifier ce partenariat. Alors, peut-être je vous dirais, sur 3 champs qui nous semblent les plus importants, qui sont la santé, l'employabilité, et notamment l'employabilité des jeunes, et le secteur agricole. C'est sur ces 3 champs-là que nous essayons de faire effort. Bientôt, cet entretien va finir. Parlons des questions liées à la politique. Vous venez d'être reçu il y a quelques mois par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Dans la compréhension de tout le monde, c'était les questions liées à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez discuté exactement? J'ai été un peu, comme vous, surpris de tout ce qui a été dit autour d'un entretien qui me semblait quand même assez simple et assez classique. Il y a une séquence électorale qui s'engage au Cameroun et qui va commencer de manière concrète. Et comme ça doit se faire, et d'ailleurs, je n'ai pas été le seul reçu par le ministre de l'administration territoriale, d'autres ambassadeurs ont été reçus aussi. Il s'agit simplement de faire le point sur le calendrier. À quel moment les différentes choses vont se passer. Il y a un processus constitutionnel qui existe, puis après il y a des ajustements qui sont liés aux agendas, au calendrier. Moi, le cœur de ma discussion n'était pas du tout de savoir si la France allait s'investir à l'intérieur des élections camerounaises, faire de l'ingérence. Vous le savez bien, c'est pas du tout la façon dont nous sommes engagés dans notre partenariat politique avec le Cameroun. Il s'agissait simplement de prendre acte des différentes étapes, des différents jalons qui vont marquer en fait cette année très, très importante du Cameroun, 2025-2026, puisque au-delà de l'élection présidentielle, vous savez que derrière, il y a d'autres échéances électorales très importantes aussi, avec les législatives, les municipales. C'était vraiment l'occasion pour moi d'avoir avec le ministre de l'administration territoriale, qui est un peu celui qui organise les choses, cette vision prospective sur 1 an de la façon dont le Cameroun va vivre ces différentes étapes de ce cycle politique très très important pour la vie du pays. Dernière question sur la vie politique est liée à la prochaine présidentielle, monsieur l'ambassadeur. C'est dans la tête de tous les Camerounais, à travers les actes posés par les politiciens camerounais, chaque fois qu'on organise une élection au Cameroun, surtout présidentielle, les candidats, certains, décident de défiler à Paris. Akeremouna était là, oui. Maurice Kamto était là, oui. Les autres se sont déplacés là-bas. Et dans la tête des Camerounais, pour être président de la République du Cameroun, il faut avoir l'accord de Paris. Est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que vous avez les candidats? Écoutez, je vous dirais que je reviens à la question d'avant, qui est celle du reset. Okay. Il y a sûrement eu des époques où la discussion avec les élites parisiennes était très importante pour avoir une carrière politique africaine.
Ça a été le cas après l'indépendance, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment changé de monde. Et cette dimension, en fait, de reset, dans le champ politique, elle dit bien qu'aujourd'hui, va à Paris qui veut. Personne n'est obligé d'y aller. D'ailleurs, ceux qui vont à Paris, souvent, on l'a vu avec Maurice Kamto, c'est pour parler aux Camerounais qui sont en France. Il y a une forme, je dirais, exactement comme quand un candidat à l'élection présidentielle française va aller faire le tour des différents territoires et pays d'outre-mer pour dire « vous existez aussi et je compte sur vos voix ». Il y a dans cet exercice un petit peu, je pense, la même chose. Ce qui s'est passé sur la place de la République il y a un mois, c'était un meeting d'un candidat, Maurice Kamto, vers la communauté camerounaise de Paris. L'avant-dernière question, on ne pouvait pas avoir cette conversation sans la question liée aux mémoires. Les rapports ont été publiés, c'est notre première rencontre après la publication des rapports. Une copie donnée au président Biya, l'autre copie au président Macron. Quelles sont les perspectives dans cette histoire collective? Les perspectives, c'est ce qu'on va en faire, ce qu'on va faire de ce rapport. Le rapport existe, il a été rendu, il a été endossé par les autorités politiques des deux pays, le président Macron, le président Biya. Le président Biya a fait un discours très net, très clair, qui faisait de ce rapport une base sur laquelle il fallait construire quelque chose, en expliquant que c'était aussi un exercice de psychologie collective, côté français et côté camerounais, pour essayer de sortir des fantasmes et d'objectiver l'histoire, et je crois que c'est très important. Là, on est maintenant dans une deuxième séquence, et je pense que bientôt, j'apporterai au président Biya une lettre du président Macron concernant la déclinaison de cet exercice. Qu'est-ce qu'on va faire, Français et Camerounais, pour développer cette mémoire commune dans les manuels scolaires, dans les lieux de mémoire, dans la façon dont, dans nos relations, cette histoire a existé et elle doit prendre place. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le Cameroun a les yeux un peu rivés sur son propre processus électoral. C'est une question qui a été un petit peu mise de côté. Mais moi je crois au contraire que dans cette période de forte activité politique, on doit préparer la façon dont on va mettre en chantier cette exploitation du rapport Ramondi. Enfin, les Camerounais, vrai ou faux, estiment que les Français ont une main dure vis-à-vis la délivrance des visas. Je sais que dès votre arrivée ici, vous avez pris un engagement ferme d'en finir avec les tracasseries liées aux visas. En tant que journaliste, je suis capable de vous dire, je n'entends plus, on ne me pose plus les questions qu'on posait auparavant. C'est fini? Non, c'est jamais fini. Parce que ici au Cameroun, quand on dit merci, on en demande encore. C'est toujours pareil. Et donc, je suis très heureux de ce que l'équipe... Nous sommes ensemble, même dans la demande continue. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, mais quand on dit merci, on en demande encore. Okay. Et je suis très content du travail de l'équipe France, qui en 3 ans a réussi à redresser la barre et à construire un système dans la forme et dans le fond qui marche. D'ailleurs, je ne peux pas dire autre chose que les chiffres qui montrent chaque année une augmentation. 2024, c'était 30 000 visas accordés. 2025, ça sera encore plus, peut-être 1000 ou 2 ou 3000 de plus, je ne sais pas exactement. Mais on est sur des trajectoires qui montrent qu'il n'y a pas de quota, je vous l'ai déjà dit. Et combien de visas réjectés? Alors, on est maintenant là, dans cette chose qui est le visa rejeté. Parce que cet appel d'air, qui a permis à beaucoup plus de Camerounais qu'avant de faire des démarches, s'est traduit également par, dans beaucoup de cas, des utilisations de documents frauduleux. Okay. Il y a beaucoup de faux. Et il y a beaucoup en fait d'aubaines ou d'opportunités qui se sont créées avec l'utilisation de faux. Et je mets en garde tous les Camerounais en leur disant, aujourd'hui, n'importe qui peut avoir un projet de mobilité en France. Les délais sont honnêtes, mais en revanche, faites un effort. Faites un effort pour poser dans vos dossiers des documents qui soient... Et dans les documents faux, il y a le compte bancaire, n'est-ce pas? Récurrente, n'est-ce pas? Souvent. Il y a les actes de naissance qui ne sont pas catholiques. Oui. Exactement. Donc il y a ça, il y a cette... la falsification. Cette falsification. Et je pense, je vous le dis, on sera intransigeant. On ne peut pas ouvrir si les gens ne respectent pas les règles du jeu qui sont fixées.
J'en ai parlé d'ailleurs au ministre des Relations extérieures. On a des discussions là-dessus pour faire en sorte que le Cameroun soit un modèle. Le Cameroun peut devenir le pays modèle en matière de mobilité entre les deux pays. Parce qu'on n'est pas loin, en fait, d'une espèce de discipline collective qui ferait que le Cameroun soit considéré comme le pays le plus fiable et le plus sûr en matière de capacité de mouvement. Mais il faut que chacun fasse un effort pour qu'on arrête cette espèce et les Camerounais sont assez doués en la matière, hein, pour faire en sorte qu'on ait dans les dossiers des documents parfaitement fiables. Et donc c'est ça, je pense, qui aujourd'hui explique aussi, en même temps que l'augmentation des visas accordés, l'augmentation des visas refusés. Okay. Et avec cet élément d'effort pour fournir les documents fiables pour le bonheur de la confiance des relations entre la France et le Cameroun que nous allons mettre un thème à cette interview. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, merci. Je ne sais pas si vous avez un message particulier que vous voulez passer à la communauté française au Cameroun pendant cette période du 14 juillet. Alors, un message vers la communauté française pour leur souhaiter une bonne fête nationale. 250 à peu près d'entre eux seront invités ici pour les festivités. C'est aussi une de mes priorités. La capacité de pouvoir avoir vis-à-vis de la communauté française une action de qualité en termes de suivi consulaire, en termes de protection, en termes de, bref, de santé, tout ce qui peut faire que cette communauté puisse à un certain moment trouver à l'ambassade l'aide dont elle a besoin. Okay. Et en même temps, je dis à tous les Camerounais, qui seront majoritaires pour le 14 juillet, bienvenue en France, bienvenue à la résidence de France et bienvenue pour nos fêtes nationales qui, vous verrez, cette année aura un relief particulier. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Merci.